Avez-vous déjà été sur le point d'accomplir quelque chose d'important? Un jalon dans votre carrière, un mode de vie plus sain ou une relation significative, pour finalement vous voir saboter inexplicablement vos propres progrès. Peut-être avez-vous procrastiné jusqu'à ce qu'une échéance soit dépassée, engagé une dispute avec votre partenaire, juste au moment où tout allait bien, ou abandonné une routine saine alors qu'elle commençait enfin à porter ses fruits. Je sais que c'est mon cas. Il y a quelques années, je me suis engagé à transformer ma santé, après une visite chez le médecin qui m'avait inquiété. Pendant 3 mois, j'ai été assidu. Je faisais du sport régulièrement, préparais des repas équilibrés et respectais un bon rythme de sommeil. Les résultats étaient flagrants. Mon énergie a grimpé, mon humeur s'est améliorée, et mes analyses sanguines ont montré des progrès significatifs. Mes amis ont commencé à remarquer et à faire des compliments sur ces changements positifs, puis, petit à petit, j'ai commencé à faire de petites entorses à ma routine. Une séance de sport manquée est devenue 3. Les gourmandises, juste cette fois-ci, sont devenues des plaisirs quotidiens. Malgré les preuves évidentes que ces nouvelles habitudes amélioraient ma vie de toutes les façons mesurables, j'ai progressivement abandonné toutes ces bonnes pratiques, renouant avec les mêmes comportements qui avaient nui à ma santé au départ. Ce n'est que des mois plus tard que j'ai réalisé que ce n'était pas la première fois que je me sabotais ainsi. Juste au moment où des changements positifs commençaient à prendre racine, je me suis retrouvé à me poser la même question qu'une multitude d'entre nous. Pourquoi est-ce que je me mets des bâtons dans les roues? Ce schéma d'auto-sabotage est frustrant et fréquent, mais nous comprenons rarement ses racines psychologiques profondes. Aujourd'hui, nous allons explorer les idées fondamentales de Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents de l'histoire, qui a mis en lumière que l'auto-sabotage ne résulte pas simplement de mauvaises habitudes ou d'un manque de volonté. Jung a montré que ces comportements autodestructeurs proviennent de mécanismes complexes, ancrés dans notre inconscient, des mécanismes qui, paradoxalement, croient nous protéger. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi votre esprit agit parfois à l'encontre de vos désirs conscients, comment identifier les schémas cachés qui sous-tendent votre auto-sabotage, et surtout, comment entamer le chemin vers l'intégration et la complétude que Jung considérait comme notre but psychologique ultime. Avant de plonger dans les concepts de Jung sur l'auto-sabotage, prenons un moment pour découvrir l'homme derrière ces idées révolutionnaires. Carl Gustav Jung, né en Suisse en 1875, a d'abord travaillé en étroite collaboration avec Sigmund Freud, mais s'est finalement éloigné pour développer sa propre école de psychologie analytique. Tandis que Freud se concentrait principalement sur les désirs sexuels réprimés, Jung a élargi notre compréhension de l'inconscient de manière spectaculaire. Il a fait la distinction entre l'inconscient personnel, contenant nos expériences réprimées et souvenirs oubliés, et ce qu'il a appelé l'inconscient collectif, une couche plus profonde partagée par tous les humains, contenant des schémas et des images universelles qu'il a nommés archétypes. Jung a introduit des concepts qui ont profondément influencé non seulement la psychologie, mais aussi la littérature, le cinéma, et même notre compréhension de nous-mêmes aujourd'hui. Des termes comme introverti et extraverti, complexe, ainsi que le concept de persona, viennent tous de Jung. Cependant, peut-être sa contribution la plus pertinente pour comprendre l'autosabotage est son concept de l'ombre, ces parties de nous que nous avons reniées, réprimées, ou jamais développé. Comme Jung l'a dit célèbrement, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Le cadre de Jung offre des perspectives uniques sur nos schémas autodestructeurs, précisément parce qu'il a reconnu que l'inconscient n'est pas simplement un réceptacle de désirs refoulés. C'est une force active et intelligente, avec son propre agenda, parfois en conflit avec nos objectifs conscients. Alors, qu'est-ce que l'auto-sabotage d'un point de vue jungien? Fondamentalement, l'auto-sabotage survient lorsque des forces inconscientes en nous travaillent activement contre nos intentions conscientes. Ce n'est pas simplement un échec ou un coup du sort, c'est un schéma de comportement où nous nous mettons des bâtons dans les roues de manière prévisible, souvent à des moments cruciaux. Dans la vie moderne, cela prend d'innombrables formes. Il y a la procrastination, où nous remettons à plus tard des tâches importantes malgré la connaissance des conséquences. L'automédiation, par des substances, la nourriture ou d'autres distractions, procure un soulagement temporaire, mais cause des dégâts sur le long terme.
Le sabotage relationnel se manifeste lorsque nous repoussons les personnes qui nous sont chères, juste au moment où les choses deviennent sérieuses. Ensuite, il y a la limitation professionnelle, où nous nous contentons de peu, évitons des opportunités ou générons des conflits dans nos milieux de travail. Les schémas restent remarquablement constants. Juste au moment où les choses semblent s'améliorer, juste quand nous sommes au seuil de la croissance ou du succès, quelque chose en nous semble tirer le frein d'urgence. Mais voici le paradoxe que Jung a reconnu. Pourquoi une partie de nous blesserait-elle délibérément les objectifs mêmes que nous désirons consciemment? Pourquoi nous sabotons-nous à maintes reprises notre propre bonheur, succès ou bien-être? La réponse se trouve plus profondément que nous ne pourrions l'imaginer. Jung croyait que la principale source de l'auto-sabotage est ce qu'il appelait l'ombre, le réservoir de tous les aspects de nous-mêmes que nous avons niés, réprimés ou jamais développés. Dès la petite enfance, nous apprenons quelles parties de nous-mêmes sont acceptables pour notre famille, notre culture et la société, et lesquelles doivent être cachées. Peut-être avez-vous appris que la colère n'était pas permise dans votre foyer, ou que certains talents ou centres d'intérêt étaient découragés. Peut-être que la vulnérabilité était accueillie par un rejet, ou que l'ambition était perçue comme égoïste. Quoi qu'il en soit, nous développons tout ce que Jung appelait un persona, notre masque social qui montre au monde seulement les parties acceptables de nous-mêmes. Cependant, ces aspects niés ne disparaissent pas simplement. Ils sont repoussés dans l'ombre, où ils continuent d'exister et de nous influencer en dessous du seuil de conscience. Voici un insight crucial. L'ombre contient non seulement des qualités négatives, mais souvent nos énergies les plus vitales et créatives. Lorsque nous renions des aspects de nous-mêmes, nous perdons également l'accès à leurs expressions positives potentielles. La relation entre l'ombre et l'auto-sabotage est directe et puissante. Quand un contenu d'ombre significatif reste non reconnu, il a tendance à émerger de façon déformée, souvent destructrice. Par exemple, si vous avez nié votre colère, vous pourriez vous retrouver passif-agressif ou mystérieusement épuisé en présence de certaines personnes. Si vous avez réprimé votre ambition, vous pourriez inconsciemment saper le succès des autres tout en ne poursuivant jamais le vôtre. Si vous avez nié votre besoin de connexion, vous pourriez créer du drame dans les relations juste au moment où une véritable intimité devient possible. Au quotidien, nous projetons aussi notre contenu d'ombre sur les autres, voyant en eux les qualités mêmes que nous avons niées en nous-mêmes. La personne qui vous déclenche le plus intensément porte souvent une projection de votre ombre. Comme Jung l'a dit célèbrement, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Étroitement lié à l'ombre est ce que les Jungiens modernes appellent l'enfant intérieur blessé. Ces parties de nous portant une douleur non résolue, issue d'expériences précoces. Jung a reconnu que les blessures de l'enfance créent ce qu'il appelait des complexes, des regroupements émotionnels de pensées et de sentiments qui peuvent être déclenchés dans des situations présentes. Ces complexes constituent souvent le cœur de nos schémas d'auto-sabotage. Considérons ce que les psychologues appellent le besoin de répétition, notre tendance inconsciente à reproduire des situations douloureuses de notre passé. D'un point de vue jungien, ce n'est pas simplement du masochisme. C'est plutôt une tentative de la psyché de maîtriser ce qui nous a autrefois submergés afin de résoudre enfin ce qui était laissé non résolu. Par exemple, si vous avez vécu un abandon dans l'enfance, vous pourriez, sans vous en rendre compte, créer des situations où les relations se terminent. Non pas parce que vous souhaitez être seul, mais parce que votre psyché tente de guérir cette blessure originelle en reprenant le contrôle de l'expérience d'abandon. Les complexes parentaux jouent ici un rôle particulièrement puissant. Si votre père était très critique, vous pourriez intérioriser un critique intérieur qui sabote vos réussites. Si votre mère était émotionnellement indisponible, vous pourriez vous retrouver incapable de recevoir du soutien, même lorsqu'il est offert librement. Ce qui rend ces schémas si persistants, c'est qu'ils se sont d'abord développés comme une stratégie de survie. L'enfant qui a appris à cacher ses véritables sentiments pour éviter le rejet faisait ce qui était nécessaire dans cet environnement. Le problème survient lorsque ces stratégies perdurent bien après qu'elles ne sont plus utiles, sapant même les choses que nous désirons consciemment. Comme Jung l'a dit, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ».
Mais ce choix nécessite d'abord de prendre conscience de la manière dont notre passé continue de façonner notre présent. L'une des idées les plus révolutionnaires de Jung était sa vision de la psyché comme un système autorégulateur cherchant naturellement l'intégrité et l'équilibre. De ce point de vue, l'autosabotage n'est pas simplement une dysfonction. Il remplit souvent une fonction téléologique, c'est-à-dire qu'il est intentionnel, même si ce but n'est pas immédiatement apparent à notre esprit conscient. Lorsque nous expérimentons de l'autosabotage, cela peut en réalité être la tentative de la psyché de préserver l'équilibre psychologique. Si un aspect de notre personnalité devient trop dominant ou rigide, une autre partie peut émerger pour rétablir l'équilibre. Un workaholic pourrait soudain ressentir un besoin irrésistible d'abandonner ses responsabilités, non pas parce qu'il est paresseux, mais parce que sa psyché réclame un équilibre que son esprit conscient refuse de reconnaître. L'autosabotage peut aussi servir de protection contre la surestimation de l'ego. Lorsque nous nous identifions trop fortement au succès, à l'accomplissement ou à une image précise de nous-mêmes, l'ombre peut surgir pour nous ramener à l'humilité, nous rappelant notre totalité, qui englobe à la fois des aspects lumineux et obscurs. Parfois, l'autosabotage nous pousse à intégrer des facettes rejetées de nous-mêmes, mais essentielles à notre évolution. Par exemple, une personne qui a construit son identité autour du fait d'être indispensable aux autres pourrait saboter ce rôle d'aidant, créant ainsi un espace pour découvrir qui elle est au-delà de sa fonction de soin. Jung nommait ce phénomène l'anantiodromie, la tendance des choses à se transformer en leur opposé, surtout lorsqu'elles sont poussées à l'extrême. Si l'on va trop loin dans une direction, la psyché engendrera un mouvement compensatoire dans le sens contraire. Plus vous réprimez une part essentielle de vous, plus elle finira par émerger de façon brutale. Cette prise de conscience transforme notre regard sur les mécanismes d'autodéfense. Ce ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, mais possiblement des messages importants envoyés par des parts de nous-mêmes qui cherchent à s'intégrer. Au cœur de la psychologie jungienne se trouve le concept de l'individuation, un processus de développement psychologique tout au long de la vie, visant la totalité, l'intégration et la réalisation de soi. L'autosabotage, dans son sens le plus profond, peut se comprendre comme une résistance à ce processus d'individuation. Même si nous désirons consciemment grandir, certaines parts de nous craignent les transformations nécessaires. Comme Jung l'a souligné, il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. Cela révèle un paradoxe profond. Nous pouvons redouter de devenir vraiment qui nous sommes encore plus que la peur de l'échec. La vraie croissance implique souvent de renoncer à des représentations familières de soi, à des schémas relationnels et à des mécanismes de défense qui, bien que limitants, procurent un sentiment de sécurité et d'identité. L'ego, notre sens conscient de soi, se défend naturellement contre le changement, même positif, parce qu'il s'agit d'une forme de mort psychologique de l'ancien soi. Plus la croissance potentielle est importante, plus la résistance est souvent forte. Jung écrivait que la chose la plus terrifiante est d'accepter pleinement qui l'on est. Notre auto-sabotage reflète peut-être cette terreur, la peur d'assumer notre plein potentiel et nos responsabilités. Comme il le remarquait, les gens sont prêts à faire n'importe quoi, même d'absurde, pour éviter d'affronter leur propre âme. Pourtant, Jung observait aussi que le privilège d'une vie est de devenir réellement soi-même. Cette tension entre notre désir d'authenticité et notre peur de la transformation est au cœur de nombreux schémas d'auto-sabotage. Identifier vos formes spécifiques d'auto-sabotage est la première étape essentielle vers la transformation. Jung pensait que les rêves offrent une fenêtre privilégiée sur notre contenu d'ombre. Soyez attentifs aux thèmes récurrents de vos rêves, en particulier ceux mettant en scène. Des quêtes incomplètes ou des préparatifs insuffisants reflètent souvent des conflits inconscients liés à vos objectifs. Une autre technique jungienne est l'imagination active, une forme de rêverie dirigée où vous dialoguez avec différents aspects de vous-même. Essayez d'imaginer votre comportement d'auto-sabotage comme un personnage, ou une entité ayant sa propre voix et sa propre perspective. Que dirait-il sur son rôle dans votre vie? Que craindrait-il qu'il se passe s'il cessait d'interférer? Les signes indiquant que vous projetez du contenu d'ombre incluent des réactions émotionnelles intenses qui semblent disproportionnées par rapport à la situation. Des conflits récurrents avec les mêmes types de personnes,
ou la critique des autres pour des qualités que vous refusez de reconnaître en vous-même. Une introspection honnête est cruciale. Demandez-vous, quels schémas apparaissent régulièrement dans votre vie? À quel moment les choses tournent-elles généralement mal? Qu'a-t-on appris à propos de ce qui était inacceptable en vous quand vous étiez enfant? Quels aspects des autres déclenchent chez vous des réactions fortes? Voici quelques questions pour travailler sur votre ombre dans un journal. Quand ai-je ressenti le plus de honte envers moi-même? Et quelles qualités exprimais-je alors? Quels traits ai-je le plus détesté chez les autres? Quels aspects de moi-même tente-je le plus de cacher ou de contrôler? Qu'est-ce que je crains que les autres rejettent en moi s'ils savaient la vérité? Quand et comment est-ce que je m'auto-sabote le plus souvent? N'oubliez pas l'idée de Jung, selon laquelle tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Vos réactions les plus intenses pointent souvent directement vers votre matériel d'ombre. La méthode de Jung pour surmonter l'auto-sabotage ne consiste pas à éliminer l'ombre, mais à l'intégrer, à développer une relation consciente avec ces aspects reniés de nous-mêmes. Cela marque une distinction cruciale entre la répression et la gestion consciente. La répression enfouit le matériel indésirable plus profondément dans l'inconscient, où il gagne en puissance et réapparaît sous des formes déformées. La gestion consciente reconnaît ces aspects tout en choisissant la manière la plus constructive de les exprimer. Plusieurs techniques pratiques peuvent aider à l'intégration de l'ombre. L'analyse des rêves consiste à enregistrer et à réfléchir sur vos rêves, en recherchant des figures d'ombre et des aspects de vous-même que vous avez reniés. Portez une attention particulière aux personnages de vos rêves qui suscitent des émotions fortes ou représentent des qualités opposées à votre identité consciente. L'imagination active, comme nous l'avons mentionné plus tôt, crée un dialogue avec le contenu inconscient à travers l'écriture, l'art ou la méditation. Vous pouvez ainsi donner une voix aux différentes parties de vous-même et développer une relation avec elles. La compréhension symbolique consiste à envisager vos comportements auto-saboteurs comme des communications symboliques plutôt que de simples problèmes à éliminer. Demandez-vous ce que chaque schéma pourrait chercher à accomplir ou à exprimer. L'expression créative offre des moyens d'intégrer le matériel de l'ombre à travers l'art, l'écriture, le mouvement ou d'autres formes qui permettent au contenu inconscient d'émerger de manière constructive. Jung a souligné l'importance de développer une relation continue avec l'inconscient plutôt que d'essayer de le résoudre une bonne fois pour toutes. Cette relation devient un dialogue entre conscient et inconscient, ego et ombre, qui se poursuit tout au long de la vie. L'intégration diffère fondamentalement de la réparation ou de l'élimination des aspects de l'ombre. Au lieu de rejeter ces parties, nous apprenons à comprendre leur fonction protectrice initiale tout en trouvant des expressions plus constructives pour leur énergie. Les impulsions agressives que vous aviez autrefois niées peuvent devenir une affirmation de soi saine. La sauvagerie que vous avez réprimée peut se transformer en créativité. La vulnérabilité que vous protégiez peut devenir une connexion authentique. Les idées de Jung ont influencé de nombreuses approches contemporaines de la psychologie et du développement personnel. La thérapie des systèmes familiaux internes, développée par Richard Schwartz, fait écho à la conception de Jung de la psyché comme contenant plusieurs parties ou sous-personnalités qui nécessitent intégration plutôt qu'élimination. Cette approche aide les personnes à développer des relations avec leurs parties protectrices, de manière similaire à ce que Jung recommandait concernant la relation avec l'ombre. Le travail sur les parties dans diverses modalités thérapeutiques reflète également la compréhension de Jung selon laquelle la guérison psychologique passe par la relation avec, plutôt que par le rejet de différents aspects de nous-mêmes. Le travail moderne sur l'ombre a élargi les approches de Jung à travers des pratiques spécifiques visant à identifier et intégrer les aspects reniés du soi. Des praticiens comme Robert Johnson et Debbie Ford ont développé des méthodes accessibles pour travailler avec le matériau de l'ombre dans la vie de tous les jours. Alors que Jung a élaboré ses théories principalement à partir d'observations cliniques et d'études interculturelles des symboles, la neuroscience moderne a offert un soutien inattendu à certaines de ces idées. Les recherches sur les biais implicites, l'inconscient adaptatif et même la neuroplasticité s'accordent avec la compréhension que Jung avait des processus inconscients et du potentiel d'intégration. De nombreux cas d'individus ayant réussi à intégrer le matériau de l'ombre et à transformer leur schéma d'auto-sabotage ont été rapportés.
Ces cas suivent souvent un parcours similaire, une prise de conscience initiale du schéma, la reconnaissance de ses origines, une compréhension bienveillante de sa fonction protectrice et un développement progressif de nouvelles façons de répondre aux besoins sous-jacents. Un principe central de l'approche de Jung était ce qu'il appelait tenir la tension des contraires. Il s'agit de la capacité à expérimenter consciemment des aspects contradictoires de nous-mêmes sans chercher immédiatement à apaiser l'inconfortant. Jung croyait que la croissance psychologique nécessite d'embrasser le paradoxe plutôt que de vouloir une résolution prématurée. La capacité à supporter la contradiction, à être à la fois vulnérable et fort, ambitieux et compatissant, indépendant et connecté, marque un développement mature. C'est de cette tension que naît ce que Jung appelait la fonction transcendante, une nouvelle position psychologique qui dépasse l'opposition initiale. Ce n'est ni un compromis ni un simple terrain d'entente, mais une perspective véritablement nouvelle qui intègre et transforme les éléments conflictuels. Cela explique pourquoi les solutions rapides et simplistes échouent à traiter la racine de l'auto-sabotage lorsque nous cherchons simplement à éliminer les schémas indésirables sans en comprendre la finalité profonde. Ceux-ci ont tendance à réapparaître sous d'autres formes. Jung nous encourageait à percevoir la sagesse cachée dans la résistance et les dons dissimulés dans nos luttes. Les schémas qui nous posent le plus de difficultés contiennent souvent une énergie vitale et des informations essentielles pour notre intégrité. Comme Jung l'a écrit, l'acquisition de la plénitude exige de mettre en jeu toute notre personne. Rien de moins ne suffira. Jung considérait la confrontation avec l'ombre comme une étape du voyage du héros, un schéma universel de développement psychologique que l'on retrouve à travers les cultures et les mythologies. Dans ce parcours, l'autosabotage n'est pas seulement un obstacle, mais une rencontre nécessaire avec les parties de nous-mêmes que nous avons rejetées et qui doivent être intégrées pour une véritable croissance. Le héros ne supprime pas l'ombre, mais la transforme, incorporant son énergie et sa sagesse dans un soi plus complet. Ce chemin vers la plénitude, ce que Jung appelait l'individuation, ne se termine pas par une harmonie parfaite ou l'absence de conflit intérieur. Au contraire, il développe la capacité de contenir et de se rapporter consciemment à tous les aspects de nous-mêmes, permettant ainsi des choix éclairés, à la fois guidés par des valeurs conscientes et une sagesse inconsciente. La maturité psychologique, selon la vision de Jung, ne concerne pas la perfection mais l'intégration. La capacité de reconnaître notre complexité, d'accepter nos contradictions et d'agir à partir d'une conscience à la fois de notre lumière et de notre ombre. En réfléchissant à vos propres schémas d'auto-sabotage, je vous invite à les aborder non seulement comme des problèmes à résoudre, mais comme des invitations à une connaissance de soi plus profonde. Demandez-vous ce que ces schémas cherchent peut-être à protéger ou à exprimer. Réfléchissez aux aspects de vous-même, rejetés, qui cherchent à être reconnus. N'oubliez pas que ce travail demande du courage, le courage de vous regarder honnêtement, de faire face à ce que vous avez nié et de revendiquer la plénitude de qui vous êtes. Comme l'a écrit Jung, votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Nous avons exploré comment les profondes idées de Carl Jung révèlent les racines psychologiques plus profondes de l'autosabotage. Comment nos aspects d'ombre rejetés, nos blessures non résolues et la nature d'autocontrôle de la psyché peuvent nous pousser à saper nos objectifs conscients. Nous avons vu comment le chemin vers l'individuation demande d'intégrer plutôt que d'éliminer ces éléments d'ombre, et comment cette intégration conduit à une plus grande plénitude et authenticité. J'aimerais beaucoup lire vos expériences avec l'autosabotage et le travail sur l'ombre dans les commentaires ci-dessous. Quel schéma avez-vous remarqué dans votre vie? Quelles idées vous ont particulièrement parlé au cours de cette exploration? Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande de commencer par L'homme et ses symboles de Jung, ou par l'introduction accessible au travail sur l'ombre de Robert Johnson, Possédez votre propre ombre. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, à vous abonner et à la partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Votre soutien permet de créer plus de contenu comme celui-ci. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous de la sagesse de Jung. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir.